L'acronyme GAFAM désigne les 5 entreprises américaines du secteur de la technologie les plus populaires et cotées en bourse: Google, Apple, Facebook devenu Meta, Amazon et Microsoft. Parmi ces 5 entreprises, laquelle est la plus intéressante pour investir en bourse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo, et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous faire un tableau comparatif de ces 5 entreprises, ainsi que donner un classement de 1 à 5 en fonction de mon avis personnel sur ces entreprises. Salut les investisseurs, c'est Juan. Aujourd'hui, je vais vous parler des GAFAM, ces géants technologiques présents dans nos vies au quotidien, et la preuve, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, filiale de Google. On va analyser ces 5 entreprises en parcourant les chiffres, les ratios importants, le cash flow, les rachats d'actions, etc., afin de voir laquelle est la plus intéressante. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu sur la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Je vous invite également à rejoindre le Discord gratuit pour échanger avec d'autres investisseurs. Les GAFAM, c'est parti. Ces GAFAM sont des entreprises qui aujourd'hui se complètent plus qu'elles ne sont en concurrence et possèdent un pouvoir économique et financier important. Elles sont souvent sujettes à des critiques, voire des procédures judiciaires, mais on peut affirmer une chose, c'est qu'elles ont changé nos vies et qu'aujourd'hui on ne pourrait plus s'en passer. Afin de comparer ces 5 entreprises, on va regarder pour chacune d'elles la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice, les marges, le free cash flow et sa croissance, l'endettement de l'entreprise, le nombre d'actions en circulation, car bien évidemment on veut que ces entreprises fassent des rachats d'actions plutôt que d'émettre de nouvelles actions. Je vous propose de commencer avec Google, ou plutôt Alphabet, qui est un conglomérat de sociétés, parmi lesquelles on retrouve Google et ses filiales telles que Google Ads, YouTube ou encore Android. Et on va commencer par jeter un œil au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Google, ces 5 dernières années, a vu son chiffre d'affaires plus que doubler, puisqu'en 2017, les revenus annoncés étaient de 110 milliards de dollars, et en 2021, ils étaient de 257 milliards. On peut noter un bond énorme de plus de 40% entre les revenus de 2020 et ceux de 2021. Le bénéfice est également en croissance. En 2017, il était de 12,6 milliards, et en 2021, 76,03 milliards, soit une croissance du bénéfice de 500%. La marge bénéficiaire est excellente et stable, elle est de 25,9% sur ces 12 derniers mois et 23,2% en moyenne sur ces 5 dernières années. Un point très positif chez Google, c'est sa capacité à générer du cash, et on peut voir ici que son free cash flow n'a fait qu'augmenter entre 2017 et aujourd'hui, avec un free cash flow moyen de 40,7 milliards de dollars. Alors, c'est énorme et Google peut faire plusieurs choses avec ce free cash flow. L'entreprise peut investir pour son développement, peut payer un dividende, mais ici Google n'en paye pas. Elle peut également faire des acquisitions, repayer de la dette ou encore faire des rachats d'actions. Et c'est ce que l'entreprise fait. En 2021, Google a annoncé un rachat d'actions pour un montant total de 50 milliards de dollars, ce qui est évidemment très bon pour les investisseurs. Et on peut voir ici la diminution des actions en circulation. Les actifs de l'entreprise sont en hausse avec environ 355 milliards d'actifs mi-2022 pour 99,7 milliards de passifs, donc de dettes. Et dans ce chiffre, on retrouve 38,4 milliards de dollars de dettes à long terme. Et un ratio intéressant à regarder, c'est le nombre d'années qu'il faudra à Google pour repayer ces dettes long terme. Sur base du free cash flow moyen sur 5 ans qu'on vient de voir, il faudrait seulement une année pour les repayer, ce qui est évidemment excellent. Le PE ratio, le ratio cours sur bénéfice de Google, est de 19,67 sur ces 12 derniers mois et de 32,5 en moyenne sur ces 5 dernières années. Cela pourrait laisser penser que Google était un peu surévalué, mais dites-vous bien que Google a une croissance forte qui devrait continuer sur ces prochaines années, et surtout Google possède ce qu'on appelle un moat, c'est-à-dire un avantage compétitif par rapport à ses concurrents qui met l'entreprise en position de force et lui permet de prendre et de conserver des grosses parts de marché. Google tire 80% de ses revenus grâce à la publicité sur Google et YouTube, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les 2 moteurs de recherche les plus utilisés au monde. Où est-ce que vous allez lorsque vous cherchez quelque chose ou lorsque vous voulez en apprendre plus sur un sujet? Eh bien, Google ou YouTube tout simplement. Les dernières données qu'on va regarder, c'est le ROIC, ou retour sur capitaux investis. Cet indicateur va nous permettre de comparer la performance des GAFAM entre elles. Ce ratio montre en pourcentage les profits qu'une entreprise réalise par rapport aux capitaux qu'elle a investis pour les générer. Et pour Google, ce ratio est de 13,9%, ce qui est très très bon. En général, on veut que ce ratio sur capitaux investis soit au-dessus de 2%, et idéalement autour des 8 à 10%, donc gros point positif ici pour Google.
Toutes les données dont je viens de vous parler seront indiquées dans un tableau récapitulatif pour comparer les GAFAM en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, et je vous propose maintenant de passer à Amazon. Amazon, plateforme e-commerce dirigée par Jeff Bezos. Aujourd'hui, Amazon représente près de 40% des ventes en ligne aux États-Unis. L'entreprise tire bien entendu la majorité de ses revenus du e-commerce, mais un segment est en train de prendre de plus en plus de place. C'est AWS, Amazon Web Services, qui fournit des services de cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers. D'ailleurs, petite anecdote, l'autre jour, je regardais le Grand Prix de Formule 1 et j'ai vu le logo AWS. En fait, c'est Amazon qui s'occupe de la collecte et de l'affichage des données de course en temps réel. En 2017, Amazon avait posté des revenus de 177 milliards de dollars qui ont augmenté au fil du temps pour atteindre les 469 milliards de dollars en 2021, soit une croissance de 164% en 5 ans. Les bénéfices, quant à eux, étaient entre guillemets seulement de 3 milliards en 2017 et ont été multipliés par 11 pour atteindre 33,3 milliards en 2021. Les marges bénéficiaires sont très faibles, seulement 2,4% TTM donc sur ces 12 derniers mois et 4,2% en moyenne entre 2017 et aujourd'hui, et cela peut s'expliquer par la stratégie de réinvestissement et de croissance agressive de l'entreprise. Regardons le free cash flow d'Amazon, il était en augmentation entre 2017 et 2020, et là en 2021 il était négatif, moins 14 milliards de dollars de free cash flow et moins 29 milliards sur ces 12 derniers mois. C'est évidemment préoccupant et les raisons principales sont les investissements pour le développement de l'entreprise, le repaiement de crédits d'investissement et d'autres obligations financières, ce qui donne aujourd'hui un free cash flow moyen de 7 milliards de dollars sur ces 5 dernières années, et Amazon ne paye pas de dividendes, ne rachète pas d'actions, au contraire, l'entreprise dilue ses investisseurs en émettant de nouvelles actions, comme vous le voyez ici à l'écran. Amazon possède 419 milliards de dollars d'actifs pour 288 milliards de dollars de passifs, et les dettes à long terme représentent la moitié de cette dette totale. L'entreprise est connue pour avoir un P/E ratio très élevé, il est de 111,7 actuellement. Alors certes, Amazon a une grosse croissance, mais cela pourrait peut-être laisser penser que le cours de l'action est un peu trop haut en ce moment, et ce P/E ratio est de 89 en moyenne sur ces 5 dernières années. Le retour sur capitaux investis quant à lui est de 2,6%. Encore une fois, je mettrai ces données dans un tableau comparatif en fin de vidéo. Passons maintenant à Facebook, ou plutôt Meta. Le groupe Meta, groupe qui possède 3 des réseaux sociaux les plus populaires que sont Facebook, Instagram et WhatsApp, tire plus de 90% de ses revenus de la publicité. Et vous vous doutez qu'en possédant les données personnelles de près de la moitié des humains sur cette planète, ce n'est pas très compliqué de monétiser ça, et les publicitaires font la file pour pouvoir nous cibler et nous proposer leurs produits. En 2017, Meta affichait des revenus de 40 milliards de dollars, revenus qui n'ont cessé d'augmenter pour atteindre les 117 milliards en 2021, soit une croissance de 190%. Les bénéfices, eux, étaient de 15,9 milliards, ils sont en croissance excepté pour l'année 2019 où on a vu un petit recul. Et en 2021, Meta a fait près de 40 milliards de dollars de bénéfices. Vu le secteur dans lequel l'entreprise est, c'est-à-dire la publicité, les marges brutes sont très élevées, 80%, et les marges nettes le sont également, 28,2% de marge bénéficiaire sur ces 12 derniers mois et 32,2% en moyenne sur ces 5 dernières années. Le free cash flow de Meta est en croissance entre 2017 et aujourd'hui avec 35,83 milliards de dollars mi-2022. En moyenne, c'est un free cash flow de 24,4 milliards de dollars sur ces 5 dernières années. Et ce free cash flow ne sert pas au paiement de dividendes puisque Meta n'en paye pas, mais le groupe l'utilise pour son développement et également pour faire des rachats d'actions, environ moins 6,8% d'actions en circulation en moins ces dernières années, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, donc bon point pour les actionnaires. Meta, c'est 169 milliards de dollars d'actifs pour un total d'endettement de 44 milliards, dont 21 milliards de dettes à long terme, ce qui veut dire qu'ici, en seulement 2 ans de free cash flow, Meta pourrait effacer toutes ses dettes d'un seul coup, et ça, c'est évidemment quelque chose de très très positif pour l'entreprise et pour les investisseurs. Le P/E ratio est selon moi faible. Pour ce type d'entreprise tech à forte croissance, il est seulement de 12,8 actuellement, et il était de 16,3 en moyenne sur ces 5 dernières années. Et dernier ratio que l'on va regarder, c'est le ROIC, Return on Invested Capital. Il est de 16,7% en moyenne sur ces 5 dernières années, encore un bon point pour Meta, et on passe tout de suite à la 4e GAFAM, Apple. Apple, inutile de présenter l'entreprise, iPhone, iPad, iPod, iMac, j'ai mal au portefeuille. Steve Jobs avait réussi à créer non seulement une entreprise tech puissante, mais surtout une marque qui est aujourd'hui devenue un symbole, une identité, un statut social. À titre personnel, je ne suis pas fan des produits d'Apple,
et je suis extrêmement admiratif de l'entreprise. Cette entreprise est une vraie machine à cash. Apple annonçait en 2017 un chiffre d'affaires de 229 milliards de dollars, et c'est énorme, et ce chiffre n'a fait que grimper pour atteindre 365 milliards en 2021. Le bénéfice a également eu une belle croissance assez stable entre 2017 et 2020. Par contre, en 2021, il a explosé à la hausse pour atteindre 94,68 milliards de dollars. Il a donc presque doublé en 5 ans. Les marges bénéficiaires sont d'environ 25% TTM et 23% en moyenne ces 5 dernières années. Là où Apple fait très fort, c'est dans la génération de cash et plus particulièrement de free cash flow. Le free cash flow a été en croissance constante sur ces 5 dernières années avec en moyenne 78 milliards de dollars et 107 milliards de dollars à l'heure actuelle. Apple utilise une petite partie de ce free cash flow pour payer un dividende. Alors même si le dividende est petit, 88 centimes par action, soit un rendement dividende de 0,6%, au moins l'entreprise a le mérite d'en verser un. Et Apple utilise également son cash pour faire des rachats d'actions. Au total, l'entreprise a racheté pour 85,8 milliards de dollars d'actions en 2021 et a approuvé un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars pour 2022. Ces rachats d'actions ont permis de réduire le nombre d'actions en circulation de plus de 20% ces 5 dernières années. Apple, c'est 336 milliards de dollars d'actifs pour 278 milliards de dettes, dont 148 milliards de dettes long terme, et vu le free cash flow de l'entreprise, il ne faudrait que quelques années pour repayer ces dettes. Le P/E ratio d'Apple est de 25 actuellement, avec un P/E ratio moyen sur 5 ans de 35. Alors on peut également penser que c'est élevé, mais tout comme Google, Apple possède un moat, un avantage compétitif de par la puissance de sa marque, et vu la croissance aujourd'hui, un ratio court-bénéfice de 26, je pense, peut être tout à fait acceptable. En dernier, regardons le retour sur capital investi, il est de 35,3% en moyenne sur 5 ans, ce qui est exceptionnel. Et dernière GAFAM, c'est Microsoft, c'est l'entreprise la plus ancienne parmi les 5 puisqu'elle a été créée en 1975, soit 1 an avant Apple. Microsoft est connu pour ses produits électroniques et ses logiciels. Le chiffre d'affaires de Microsoft est en croissance de 80% en 5 ans, il était de 198,27 milliards de dollars en 2021. Le bénéfice, lui, est en croissance de 340% en 5 ans, il est passé de 16,57 milliards en 2017 à 72,74 en 2021. La marge bénéficiaire est de 36,7% sur ces 12 derniers mois et de 31,4% en moyenne sur 5 ans. Regardons maintenant le free cash flow que l'entreprise génère. On peut voir que ce free cash flow est en croissance d'année en année. Il a doublé entre 2017 et 2021 où il était de 65,15 milliards de dollars. Ce qui donne aujourd'hui un free cash flow moyen de 47,4 milliards sur ces 5 dernières années. L'entreprise paye un dividende sans interruption depuis 18 ans et l'augmente sans interruption depuis 17 ans. Et aujourd'hui, le dividende payé est de 2,48$ par action, soit un rendement dividende actuel d'environ 1%. Microsoft utilise donc son free cash flow pour payer un dividende, mais également pour faire des rachats d'actions. En 2021, l'entreprise avait annoncé non seulement une hausse de 11% du dividende, mais également un rachat d'actions pour 60 milliards de dollars. Au niveau de la balance sheet, on est ici sur un total d'actifs de 364 milliards de dollars pour 198 milliards de dettes, dont 100 milliards de dettes à long terme, qui, vu le free cash flow que dégage Microsoft, peut être repayé en un peu plus de 2 ans. Intéressons-nous maintenant au P/E ratio, il est actuellement de 26,3, il était un peu plus élevé ces 5 dernières années, avec une moyenne de 40. Le retour sur capital investi, lui, est de 18%, ce qui est excellent. Après avoir jeté un œil à ces 5 entreprises, je vous propose de jeter un œil ici à ce tableau que j'ai réalisé. Les 2 premières lignes montrent la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice sur 5 ans. J'ai laissé ces cases en blanc car ce n'est pas parce qu'une entreprise a une croissance beaucoup plus élevée qu'une autre que ça veut dire qu'elle est meilleure et qu'il faut investir dessus. Cette croissance peut fortement ralentir durant les prochaines années et c'est notamment le cas d'Amazon qui a une croissance du bénéfice sur 5 ans de 1000%, alors que c'est l'entreprise que j'aime probablement le moins parmi les 5. On va voir ensemble pourquoi dans un instant. Si on compare les marges nettes, on peut voir qu'elles se situent entre 25 et 30% en moyenne, sauf pour Amazon où elles sont très faibles, mais je vous ai partagé un peu plus tôt dans la vidéo quelques raisons qui peuvent expliquer ces marges. Et là où les entreprises se démarquent, c'est au niveau du free cash flow. Apple est en tête avec un free cash flow de plus de 78 milliards de dollars par an en moyenne sur 5 ans, là où Amazon n'est qu'à 7 milliards et est même négatif à moins 29 milliards sur ces 12 derniers mois. C'est pour cela que je l'ai mis ici en rouge. On veut une entreprise avec du free cash flow positif, et si on utilise ce free cash flow moyen sur 5 ans et qu'on les compare aux dettes long terme des GAFAM,
on obtient un ratio intéressant qui nous montre le nombre d'années qu'il faut à l'entreprise pour repayer cette dette long terme. On peut voir que Microsoft et Apple peuvent repayer leur dette long terme en 2 ans, alors que Meta et Google peuvent le faire en moins d'1 an. Et là où ça me gêne, c'est au niveau d'Amazon, qui a besoin de 28 ans pour repayer ses dettes, et je pense que ça ne va pas s'arranger vu le free cash flow négatif de ces 12 derniers mois. Le retour sur capitaux investis est également excellent pour toutes les entreprises, sauf pour Amazon, encore une fois, qui a un ROIC de 2,6%. On considère qu'une entreprise crée de la valeur si son ROIC dépasse 2%, et on considère qu'il y a destruction de valeur si elle est inférieure à 2%. Prochain ratio, c'est le PE ratio, le ratio cours-bénéfice, qui me semble un peu élevé pour toutes les entreprises, sauf Meta. Ici, Google, Apple, Microsoft ont un PE ratio élevé, mais vu les marges, la croissance et le moat, on peut justifier un PE ratio un peu plus élevé, surtout pour des entreprises tech. On rappelle que le ratio cours-bénéfice est un indicateur qui reflète les attentes des investisseurs qui anticipent une forte croissance des bénéfices dans le futur. Et comme vous le voyez, Amazon a un PE ratio de 89. Le rendement dividende n'est évidemment pas un critère de comparaison, sauf si vous cherchez absolument une entreprise à ajouter dans votre portefeuille à dividende. Et parmi les GAFAM, seulement 2 payent un dividende, Apple avec un rendement dividende de 0,6% et Microsoft avec un rendement dividende de 0,9%. Ces 2 entreprises ont un dividende soutenable puisque le ratio de distribution est de respectivement 15% pour Apple et 25% pour Microsoft. Dernier point que l'on va regarder ensemble, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation sur 5 ans. Toutes les entreprises utilisent une partie de leur free cash flow pour faire des rachats d'actions, sauf Amazon, qui est encore une fois le mauvais élève et qui dilue ses investisseurs avec des offres d'actions. Pour expliquer simplement, on veut qu'une entreprise fasse des rachats d'actions, car imaginez qu'il y a 10 actions en circulation et que vous en possédiez une. Vous détenez donc 10% de l'entreprise. Si l'entreprise émet 2 nouvelles actions, le total d'actions en circulation est désormais de 12, et donc vous ne détenez plus que 8,3% de l'entreprise. Et si l'entreprise, au lieu d'émettre de nouvelles actions, les rachète, et qu'au lieu par exemple de 10, il n'y en a plus que 8 en circulation, eh bien vous détenez non pas 10 mais 12,5% de l'entreprise. Attention, un rachat d'actions n'est pas une recette magique et peut parfois indiquer qu'une entreprise n'alloue pas son argent à des acquisitions ou pour sa croissance, donc il faut toujours bien se renseigner comme d'habitude. Si je devais classer ces GAFAM, eh bien en première position, je choisirais Meta, qui me semble être l'entreprise la plus sous-évaluée. Ensuite en numéro 2, Google, en troisième position Apple, suivi de Microsoft, et en dernière position, Amazon, qui me semble être aujourd'hui l'entreprise la moins intéressante parmi les 5. Ce n'est bien entendu que mon avis personnel, et je vous invite à me dire dans les commentaires quel est votre top 5, dites-moi de 1 à 5, quelle entreprise vous préférez. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez des GAFAM. Gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous y avez trouvé de la valeur. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Activez également la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochains contenus. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 vidéos, une ici et une là, qui pourraient vous intéresser. Merci à tous les amis et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.